Paradoxalement, cette déchéance physique lui apportait une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue. Débarrassée des tentations de la chair, libérée des vanités de l'apparence, elle découvrait enfin les joies authentiques de l'âme humaine. La compassion désintéressée, l'acceptation sereine de la souffrance, l'espoir en une rédemption possible. Les dernières années de sa vie furent consacrées à soigner d'autres lépreux dans un hospice spécialisé attenant au couvent. Ces malades, rejetés par la société et abandonnés par leur famille, trouvaient en elle une compagne de misère qui comprenait leur déchéance physique et morale. Sœur, lui demandait parfois l'un d'eux, « D'où vous vient cette force pour nous soigner malgré votre propre mal ?»« De mes péchés passés, » répondait-elle invariablement. « Plus ils furent graves, plus je dois expier. Vous soulager m'aide à racheter le mal que j'ai causé dans ma vie antérieure. » En 1685, alors que sa maladie entrait dans sa phase terminale, elle reçut une lettre qui la bouleversa profondément. Louis XIV, apprenant sa condition par ses agents secrets, lui accordait son pardon royal et l'autorisait à reprendre son vrai nom avant de mourir. « Madame de Montespan » écrivait le roi de sa propre main, « nos informateurs nous ont appris que vous aviez consacré ces 6 dernières années à racheter vos fautes par une pénitence exemplaire. Cette constance dans l'expiation force notre respect. Nous vous accordons notre pardon royal et prions Dieu d'accorder à votre âme la paix que vous avez si difficilement méritée. » Cette clémence royale tardive acheva la réconciliation de Françoise Athénaïs avec elle-même. Elle mourut paisiblement le 15 août 1685, jour de l'Assomption, entourée des lépreux qu'elle avait soignés jusqu'à son dernier souffle. Ses funérailles furent simples, conformément à ses volontés. Aucun représentant officiel n'y assista, mais les pauvres de Malines se pressaient autour de sa dépouille pour rendre hommage à celle qui avait consacré ses dernières années à les servir. L'abbesse prononça une oraison funèbre qui résumait parfaitement son parcours exceptionnel. Notre sœur pénitencia nous quitte après avoir parcouru le chemin le plus difficile qui soit, celui qui mène des ténèbres du péché le plus abject à la lumière de la grâce divine. Elle nous laisse l'exemple le plus saisissant de la possibilité de rachat, même après les crimes les plus monstrueux. Les révélations sur les pratiques sexuelles choquantes de la famille Montespan ne furent jamais rendues publiques de son vivant. Louis XIV fit sceller tous les documents compromettants dans les archives secrètes de la Bastille, avec ordre de ne jamais les révéler. Il fallut attendre la Révolution française et l'ouverture forcée des archives royales pour que les historiens découvrent l'ampleur véritable de ces abominations. Même alors, la plupart de ces documents furent immédiatement détruits par pudeur républicaine. Seuls quelques témoignages fragmentaires survécurent, permettant aux chercheurs du XXe siècle de reconstituer partiellement cette histoire d'horreur. Les enfants légitimés de Françoise Athénaïs ne connurent jamais la vérité sur les crimes de leur mère. Le duc du Maine, Louise-Françoise de Bourbon et leurs frères et sœurs vécurent dans l'illusion que leur génitrice était morte enceinte après une vie de pénitence volontaire. Cette version édulcorée préservait leur équilibre psychologique tout en servant les intérêts de la monarchie. Quant à Louis XIV, il emporta dans la tombe le secret de ses véritables sentiments envers celle qui avait été l'amour de sa jeunesse. Jamais il ne révéla à quiconque l'horreur qu'il avait ressentie en découvrant qu'il avait partagé la couche d'une meurtrière rituelle. Cette révélation avait profondément marqué ses dernières années, contribuant à sa conversion progressive vers une piété austère sous l'influence de Madame de Maintenon. L'affaire des poisons elle-même fut soigneusement édulcorée dans les chroniques officielles. On n'y évoquait que des histoires d'empoisonneuses et de devineresses, occultant totalement les aspects sexuels les plus sordides. Cette censure historique perdura pendant plus de 3 siècles. Les lieux qui avaient abrité ces abominations furent systématiquement détruits ou reconvertis. Les caves du faubourg Saint-Marcel furent murées. Le pavillon secret des jardins de Versailles fut démoli. Les propriétés familiales des Rochechouart furent vendues et leurs archives brûlées. Cette entreprise d'effacement systématique réussit presque parfaitement.
Pendant des siècles, Françoise Athénaïs de Montespan ne fut connue du grand public que comme une favorite royale déchue pour des raisons politiques. Sa véritable nature de criminelle sexuelle organisatrice des plus monstrueuses orgies de l'histoire européenne resta un secret d'État soigneusement gardé. Aujourd'hui encore, certains aspects de cette affaire demeurent mystérieux. Des documents auraient survécu dans des archives privées, des témoignages auraient été dissimulés dans des correspondances chiffrées, des preuves matérielles auraient été cachées dans les fondations de monuments parisiens. Cette histoire nous rappelle que derrière les fastes apparents des cours européennes se cachaient souvent des réalités d'une cruauté et d'une perversité inimaginables. Elle illustre également comment le pouvoir absolu peut corrompre les âmes les plus raffinées, transformant l'amour en obsession criminelle et la sensualité en monstruosité. Le destin de Françoise Athénaïs de Rochechouart, marquise de Montespan, reste l'un des plus tragiques de l'histoire de France. Cette femme, qui aurait pu incarner l'idéal féminin de son époque, sombra dans des abîmes de dépravation qui défient l'entendement humain. Mais son histoire démontre aussi que même les plus grands criminels peuvent trouver le chemin de la rédemption si leur repentir est sincère. Les pratiques sexuelles choquantes et terrifiantes qu'elle organisa dans l'ombre de Versailles témoignent d'une époque où les limites de la morale étaient constamment repoussées par une aristocratie en quête de sensations toujours plus extrêmes. Ces excès, soigneusement dissimulés par la raison d'État, révèlent la face cachée du grand siècle français. Aujourd'hui, alors que l'histoire lève progressivement le voile sur ses secrets enfouis, l'exemple de Madame de Montespan nous interroge sur les dangers de l'impunité absolue et sur la nécessité de préserver l'innocence face aux prédateurs sexuels, quel que soit leur rang et leur pouvoir. Car si l'histoire a tenté d'effacer ces pratiques choquantes, elle ne peut effacer la leçon qu'elle nous enseigne. Aucune position sociale, aucune beauté, aucun charisme ne peuvent justifier la corruption de l'innocence et le sacrifice des faibles sur l'autel des plaisirs pervers. La famille Montespan, dans sa chute spectaculaire, nous rappelle que les crimes contre l'humanité, même dissimulés dans les alcôves du pouvoir, finissent toujours par être révélés et châtiés. Justice est rendue, fût-ce des siècles plus tard, quand l'histoire dévoile enfin ses secrets les plus sombres. Ainsi s'achève cette chronique des pratiques sexuelles les plus choquantes et terrifiantes que l'aristocratie française ait jamais dissimulées. Elle nous laisse une leçon éternelle. La beauté peut masquer l'horreur, le raffinement peut dissimuler la barbarie, mais la vérité finit toujours par triompher des mensonges les plus sophistiqués. Dans les archives secrètes de l'histoire, le nom de Françoise Athénaïs de Rochechouart, marquise de Montespan, restera à jamais associé aux excès les plus monstrueux du pouvoir absolu. Mais il témoigne aussi de la possibilité pour l'âme humaine de se racheter par la pénitence, même après avoir touché les plus profonds abîmes de la dépravation. Car au-delà de l'horreur de ces crimes, c'est peut-être cela le plus troublant dans son histoire. Cette femme qui fut un monstre absolu sut finalement retrouver son humanité dans la souffrance et le service des plus démunis. Preuve que l'espoir de rédemption existe pour tous, même pour ceux qui ont franchi toutes les limites de l'inhumain. Les pratiques sexuelles choquantes de la famille Montespan que l'histoire a tenté d'effacer nous enseignent ainsi une double leçon, la vigilance face aux abus de pouvoir et la foi en la possibilité de rachat, même pour les âmes les plus corrompues. Cette vérité, dérangeante mais nécessaire, éclaire d'un jour nouveau l'une des pages les plus sombres de l'histoire de France. Fine note historique. Cette œuvre de fiction dramatique s'inspire de faits historiques réels. L'affaire des Poisons, 1677-1682, mais développe de manière romancée et amplifiée certains aspects pour répondre aux exigences narratives du genre. Les éléments les plus extrêmes relèvent de l'interprétation dramatique et ne doivent pas être pris comme vérité historique absolue. Nombre total de mots, environ 15 000 mots l'hiver, 1672-1673, marqua ainsi le début de la fin pour la marquise de Montespan.
prisonnière de ses appétits monstrueux, incapable de revenir vers l'humanité normale, elle continuait à s'enfoncer dans l'abîme du crime rituel, ignorant que les forces de la justice se resserraient inexorablement autour d'elle. Mais ce qu'elle ignorait surtout, c'est que ses propres complices, terrifiés par l'escalade de violence, commençaient secrètement à négocier leur immunité en échange de révélations sur ses activités. La machine infernale qu'elle avait mise en mouvement allait bientôt se retourner contre elle avec une violence proportionnelle aux horreurs qu'elle avait commises. Le dernier acte de ce drame monstrueux allait commencer, révélant au grand jour les pratiques sexuelles les plus choquantes que la cour de Versailles eût jamais dissimulées. Paris, Bastille, mars 1679. Dans les geôles humides de la forteresse royale, Gabriel Nicolas de La Reynie contemplait avec un mélange d'horreur et de fascination les documents étalés sur la table de bois brut qui lui servait de bureau. À 59 ans, ce magistrat intègre avait consacré sa vie à lutter contre le crime sous toutes ses formes. Mais ce qu'il découvrait dépassait tout ce qu'il avait pu imaginer dans ses plus sombres cauchemars. « Monsieur le lieutenant » dit Pierre Desgrèzes en pénétrant dans la pièce. Catherine Monvoisin accepte enfin de tout révéler. Mais elle pose une condition, que ses aveux restent secrets pour préserver sa fille Marguerite de l'échafaud. La Reynie leva les yeux des confessions manuscrites qui s'accumulaient depuis des semaines. L'enquête sur l'affaire des poisons avait pris une ampleur qu'il n'avait jamais anticipée. Plus de 300 personnes étaient impliquées, de simples apothicaires aux plus hauts personnages de la cour. Mais les révélations les plus terrifiantes concernaient les pratiques sexuelles monstrueuses organisées par Madame de Montespan. « Faites-la venir », ordonna-t-il, « et que l'on prépare plusieurs secrétaires. Si cette femme décide enfin de parler, nous risquons d'en avoir pour la nuit. » Catherine Monvoisin fut amenée dans la salle d'interrogatoire quelques minutes plus tard. La devineresse avait beaucoup changé depuis son arrestation. Ses cheveux noirs, autrefois soigneusement coiffés, pendaient en mèches grasses autour de son visage creusé par les privations. Sa robe de toile grossière contrastait cruellement avec les toilettes somptueuses qu'elle portait naguère. Mais ses yeux conservaient cette intelligence vive et cette duplicité naturelle qui avaient séduit tant de clientes aristocratiques. « Madame Monvoisin », dit la Reynie de sa voix grave et posée, « vous avez demandé cet entretien. J'espère que vous êtes enfin disposée à dire toute la vérité. » La Voisin s'assit sur l'unique chaise de la pièce, ses mains enchaînées posées sur ses genoux. Un long silence s'installa, ponctué seulement par le grattement des plumes des greffiers sur les parchemins. « Monsieur le lieutenant, » commença-t-elle enfin, « ce que je vais vous révéler risque d'ébranler les fondements même de la monarchie. Madame de Montespan ne s'est pas contentée de consulter des devineresses ou de participer à quelques messes noires. Elle a organisé le plus monstrueux réseau de débauche criminelle que l'Europe ait jamais connu. » La Reynie se pencha légèrement en avant, tous ses sens en alerte. Il pressentait que cette femme s'apprêtait à révéler des informations d'une gravité exceptionnelle. « Parlez sans crainte, madame. Dites toute la vérité. » La vérité, la Voisin eut un rire amer. La vérité, c'est que pendant plus de 10 ans, j'ai fourni à Madame de Montespan les moyens de satisfaire des appétits sexuels d'une monstruosité inimaginable. Nous n'organisions pas de simples orgies aristocratiques, monsieur le lieutenant. Nous avons transformé Paris en un gigantesque bordel criminel où les plus hautes personnalités du royaume venaient assouvir leurs pulsions les plus abjectes. Au cours des heures suivantes, la Voisin déroula méthodiquement le récit de sa collaboration avec Françoise Athénaïs. Chaque révélation était plus accablante que la précédente, dressant le portrait d'une femme qui avait systématiquement organisé la corruption sexuelle de l'élite française. Dès 1669, poursuivit la Voisin, Madame de Montespan m'a demandé de recruter les plus belles prostituées de Paris pour ses soirées privées, mais pas n'importe lesquelles. Elle voulait des filles très jeunes, certaines à peine pubères, d'autres encore vierges. Ces enfants étaient dressés selon ses instructions particulières pour satisfaire les fantasmes les plus pervers de ses invités. La Reynie prenait des notes frénétiquement.
s'efforçant de conserver son calme professionnel malgré l'énormité de ses révélations. « Continuez », dit-il simplement. En 1670, nous avons franchi une nouvelle étape. Madame de Montespan a commencé à organiser des initiations pour les jeunes nobles fraîchement arrivés à la cour. Ces cérémonies, présentées comme des traditions ancestrales de l'aristocratie française, étaient en réalité des séances de corruption systématique où nous détruisions l'innocence de ces adolescents pour en faire nos complices. La description de ces initiations révéla des pratiques d'une perversité glaçante. Françoise Athénaïs avait perfectionné un système de chantage basé sur la corruption sexuelle précoce des jeunes aristocrates. Ces adolescents, généralement âgés de 14 à 16 ans, étaient attirés dans des soirées présentées comme des rites de passage vers l'âge adulte. Nous commencions, détailla la voisin, par leur faire boire des vins mélangés à des aphrodisiaques orientaux qui décuplaient leurs sensations tout en altérant leur jugement. Puis des femmes expertes, que j'avais spécialement entraînées, les initiaient aux plaisirs charnels les plus raffinés. Mais l'objectif véritable était de les compromettre irrémédiablement. Pendant leurs ébats, des artistes dissimulés dessinaient leurs visages en pleine extase, créant des preuves visuelles de leur participation à ces débauches. Ces portraits servaient ensuite d'instruments de chantage pour s'assurer leur silence et leur complicité. Cette méthode de corruption systématique de la jeune noblesse avait permis à Françoise Athénaïs de constituer un réseau d'influence d'une efficacité redoutable. Chaque jeune homme ainsi compromis devenait un agent de ses volontés, prêt à tout pour éviter que ses parents découvrent sa participation à ces orgies. En 1671, continua la voisin, nous avons étendu ce système aux jeunes femmes de l'aristocratie. Madame de Montespan avait remarqué que les épouses frustrées de ses victimes masculines constituaient des cibles idéales pour ces manipulations. La description de ces initiations féminines révéla un niveau de perversité encore plus élevé. Françoise Athénaïs organisait de prétendues réunions de dames où elle corrompait progressivement les épouses et filles de ses victimes masculines. Ces soirées, expliquait la voisin, commençaient innocemment par des conversations sur les dernières modes parisiennes ou les potins de la cour. Puis, graduellement, nous orientions la discussion vers des sujets plus intimes. Madame de Montespan excellait dans l'art de faire avouer à ses femmes leurs frustrations conjugales et leurs fantasmes secrets. Une fois ces confidences obtenues, nous organisions des séances de libération où ces dames découvraient des plaisirs qu'elles n'avaient jamais imaginés. Ma fille Marguerite et d'autres expertes les initiaient aux caresses saphiques, aux jeux érotiques orientaux, à l'usage d'accessoires venus de Turquie ou d'Afrique. Cette corruption systématique des femmes de l'élite française servait multiples objectifs. D'abord, elle créait un réseau d'informatrices qui rapportaient à Françoise Athénaïs tous les secrets de leurs époux. Ensuite, elle permettait de neutraliser les épouses potentiellement dangereuses en les transformant en complices de débauche. Enfin, elle constituait un vivier de participantes pour les orgies les plus sophistiquées. Mais le plus terrible, reprit la voisin avec un frisson d'horreur rétrospective, c'était l'usage qu'elle faisait des enfants de ces femmes corrompues. Madame de Montespan avait développé une obsession particulière pour l'innocence infantile, qu'elle prenait un plaisir morbide à détruire. Cette révélation saisit l'arénie d'une horreur plus profonde encore. L'idée que des enfants nobles aient pu être victimes de ces monstres dépassait tout ce qu'ils pouvaient concevoir. « Expliquez-vous » articula-t-il difficilement. Dès 1672, Madame de Montespan a commencé à organiser des jeux éducatifs pour les enfants de ses complices. Ces séances, présentées comme des divertissements aristocratiques, étaient en réalité des séances d'initiation sexuelle précoce d'une cruauté inouïe. Les petites filles, généralement âgées de 8 à 12 ans, étaient progressivement habituées à des caresses de plus en plus intimes. Madame de Montespan elle-même dirigeait souvent ces séances, prétendant éveiller précocement leur féminité, selon d'anciennes traditions orientales.
Quant au petit garçon, il servait d'objet de plaisir aux femmes adultes du réseau. L'abbé Guibourg avait développé des théories pseudo-religieuses selon lesquelles l'innocence masculine non souillée possédait des vertus aphrodisiaques particulières. Ces descriptions d'une monstruosité absolue plongèrent la Reynie dans un état de sidération. Il réalisait que l'affaire qu'il instruisait dépassait largement le cadre d'un réseau d'empoisonneurs et de devineresses. Il s'agissait d'un système organisé de corruption et d'abus systématiques sur des centaines d'innocents. Combien d'enfants ont été victimes de ces pratiques, demanda-t-il d'une voix blanche. Impossible à quantifier précisément, répondit la voisin. Mais sur 10 ans d'activité, nous avons initié plusieurs centaines d'enfants de la noblesse, sans compter les milliers d'enfants du peuple qui ont servi d'objets jetables dans nos cérémonies les plus extrêmes. La mention de ces cérémonies les plus extrêmes amena la voisin à révéler l'aspect le plus horrifiant des activités de Françoise Athénaïs, l'organisation de messes noires avec sacrifices humains à grande échelle. À partir de 1673, continua-t-elle, Madame de Montespan a franchi la ligne rouge qui sépare la perversion de la criminalité absolue. Elle organisait mensuellement des messes noires où des êtres humains étaient effectivement sacrifiés pour décupler l'intensité des plaisirs érotiques. Ces victimes provenaient de 3 sources principales: des nouveau-nés achetés à des mères désespérées, des enfants enlevés dans les faubourgs pauvres de Paris et des prostituées vieillissantes dont la disparition ne serait pas remarquée. L'abbé Guibourg officiait ces cérémonies dans différentes caves parisiennes que nous aménagions spécialement. Le rituel était toujours le même. Les victimes étaient égorgées sur le corps nu de Madame de Montespan et leur sang servait de lubrifiant érotique pour les orgies qui suivaient. Cette révélation ultime acheva de terrifier la Reynie. Il comprenait désormais qu'il ne s'agissait plus d'une simple affaire criminelle, mais d'un scandale d'État qui pouvait ébranler la monarchie jusque dans ses fondements. Combien de victimes au total, articula-t-il péniblement. Sur 6 années de cérémonies régulières, avec une moyenne de 3 victimes par mois, plus de 200 innocents ont péri pour satisfaire les appétits monstrueux de cette femme et de ses complices. Cette comptabilité macabre plongea la salle d'interrogatoire dans un silence de mort. 200 meurtres rituels organisés par la maîtresse officielle du roi de France. La révélation était si énorme qu'elle dépassait l'entendement. Et le roi ? Demanda enfin la Reynie. Louis XIV était-il au courant de ces activités? Pas directement, répondit la voisin. Mais Madame de Montespan utilisait les techniques apprises lors de ces cérémonies pour décupler son emprise érotique sur Sa Majesté. Elle se présentait à lui encore couverte du sang de ses victimes, prétendant avoir utilisé des onguents orientaux pour parfumer sa peau. Le roi, sans connaître l'origine véritable de ces parfums, était effectivement subjugué par l'intensité des sensations que lui procurait le contact avec cette peau imprégnée de sang innocent. Il attribuait ces extases exceptionnelles au génie érotique de sa maîtresse, ignorant qu'il s'accouplait en réalité avec une meurtrière rituelle. Cette révélation finale acheva de terrifier la Reynie. Non seulement la favorite royale était une criminelle de la pire espèce, mais elle avait involontairement entraîné le roi lui-même dans ses abominations en utilisant le sang de ses victimes comme aphrodisiaque. L'interrogatoire se prolongea jusqu'à l'aube, révélant d'autres détails plus terrifiants les uns que les autres. Françoise Athénaïs avait organisé un véritable empire criminel qui s'étendait dans toute l'Europe, corrompant l'élite aristocratique par le chantage sexuel et alimentant ses orgies par un trafic d'êtres humains d'une ampleur industrielle. Quand les derniers aveux furent consignés, la Reynie se retrouva seule face à un dilemme insurmontable. Comment arrêter et juger la mère des enfants royaux? Comment révéler que la cour la plus brillante d'Europe abritait le plus monstrueux réseau de criminels sexuels de l'histoire? Il prit la décision de faire prévenir immédiatement le ministre Louvois. Seul le pouvoir royal pouvait décider de la conduite à tenir face à un scandale d'une telle ampleur.
mais il savait déjà que la vérité ne serait jamais révélée publiquement. L'honneur de la monarchie exigeait que ces abominations restent à jamais enfouies dans les archives secrètes du royaume. Cependant, dans son exil de Petit-Bourg, Françoise Athénaïs ignorait encore que ses crimes les plus monstrueux venaient d'être révélés au grand jour. Elle continuait à vivre dans l'illusion que ses secrets étaient protégés par la raison d'État, ne se doutant pas que l'étau de la justice se refermait inexorablement sur elle. Château de Petit-Bourg, mai 1679. Dans le grand salon aux boiseries dorées, Françoise Athénaïs contemplait d'un regard vide les jardins qui reverdissaient sous le soleil printanier. À 39 ans, l'ancienne favorite royale conservait encore les traces de sa beauté légendaire, mais son visage portait désormais les stigmates ineffaçables de ses crimes passés. Ses yeux, autrefois brillants de sensualité triomphante, s'étaient ternis d'une mélancolie morbide qui trahissait l'état de son âme corrompue. « Madame la marquise !» murmura Marie-Christine en pénétrant dans le salon. « Un courrier extraordinaire vient d'arriver de Paris. Il porte les sceaux de Sa Majesté. » Françoise Athénaïs saisit la missive d'une main qui tremblait imperceptiblement. Depuis son exil forcé, chaque message officiel la plongeait dans une angoisse croissante. Elle redoutait constamment qu'on lui annonce sa condamnation imminente ou la révélation publique de ses abominations. Le contenu de cette lettre royale dépassa ses pires craintes. « Madame, les révélations de l'enquête menée par la Rénie ont mis au jour l'étendue véritable de vos crimes. Nous savons désormais que vous avez organisé le massacre de plus de 200 innocents, corrompu des centaines d'enfants nobles et transformé notre cour en un bordel criminel d'une monstruosité sans précédent. Si ces faits étaient révélés publiquement, ils ébranleraient notre trône jusque dans ses fondements. C'est pourquoi nous avons décidé de vous épargner l'échafaud que vos crimes méritent, mais à des conditions que vous ne pourrez refuser. Un émissaire se rendra chez vous dans les jours qui viennent pour vous exposer notre volonté souveraine. Préparez-vous à expier vos fautes d'une manière qui satisfasse à la fois notre justice et notre discrétion. Louis. Cette lecture plongea Françoise Athénaïs dans un état de terreur panique. La découverte de ses crimes les plus secrets signifiait que Louis XIV connaissait désormais l'étendue de sa monstruosité. Le roi savait qu'il avait partagé la couche d'une meurtrière rituelle, qu'il avait embrassé des lèvres encore tachées du sang d'innocents égorgés, qu'il avait caressé une peau parfumée par les huiles extraites de cadavres d'enfants. L'émissaire royal arriva 3 jours plus tard. Il s'agissait du marquis de Louvois en personne, accompagné d'une escorte armée qui encercla discrètement le château. François-Michel Le Tellier, ministre de la guerre de Louis XIV, était un homme implacable qui incarnait la raison d'État dans sa forme la plus impitoyable. « Madame de Montespan », dit-il en pénétrant dans le salon, sans la moindre marque de respect, « Sa Majesté m'envoie vous signifier votre sentence. Vous avez le choix entre 3 châtiments. » Françoise Athénaïs, qui s'était composé un masque de dignité aristocratique, l'écouta exposer ses alternatives avec une terreur croissante. Première possibilité, vous êtes jugé publiquement pour vos crimes. Dans ce cas, vous mourrez sur l'échafaud après avoir été préalablement torturé selon les usages judiciaires. Vos enfants seront déshérités et bannis du royaume. Votre nom sera à jamais flétri dans l'histoire de France. Deuxième possibilité, vous disparaissez mystérieusement. Un accident sera organisé, noyade, chute de cheval, empoisonnement, qui expliquera votre mort subite. Vos enfants conserveront leurs titres et leurs biens. Votre réputation historique restera celle d'une favorite déchue pour des raisons politiques. Troisième possibilité, vous acceptez une pénitence qui rachètera partiellement vos crimes tout en servant les intérêts supérieurs du royaume. Cette option vous laisse la vie sauve, mais vous impose des contraintes qui transformeront votre existence en un enfer permanent. Françoise Athénaïs ne mit pas longtemps à choisir. Malgré tous ses crimes, l'instinct de survie restait le plus fort. « J'accepte la troisième option, monsieur le marquis. Quelles sont ces contraintes ?» Louvois sortit de sa sacoche un document officiel portant le sceau royal. « Voici les conditions de votre sursis. Premièrement,
Vous quittez immédiatement la France et ne pourrez jamais y revenir. Deuxièmement, vous vous rendez au couvent des Ursulines de Malines dans les Pays-Bas espagnols, où vous prendrez le voile sous une fausse identité. Troisièmement, vous consacrerez le reste de votre existence à soigner les pestiférés, les lépreux et autres malades contagieux, exposant ainsi votre vie en permanence pour racheter celle des innocents que vous avez sacrifiés. Ces conditions équivalaient à une condamnation à mort différée. Les couvents qui soignaient les grands malades contagieux étaient des mouroirs où l'espérance de vie ne dépassait jamais quelques années. Mais c'était préférable à l'échafaud immédiat. Quatrièmement, continua Louvois impitoyablement, avant votre départ, vous devez révéler à nos agents l'identité et l'adresse de tous vos complices européens. Cette information servira à démanteler les réseaux criminels que vous avez créés dans les autres cours. Cinquièmement, vous rédigez une confession complète de vos crimes, document qui restera secret, mais permettra à Sa Majesté d'évaluer l'étendue des dégâts que vous avez causés à la réputation de la France. Françoise Athénaïs accepta ces conditions draconiennes. Les semaines suivantes furent consacrées à ces tâches préparatoires. La rédaction de sa confession révéla même à elle-même l'ampleur de sa chute morale. En couchant sur le papier la liste méthodique de ses abominations, elle prenait conscience d'être devenue un monstre d'une perversité inouïe. « J'ai organisé, » écrivait-elle de sa plume encore ferme, « plus de 100 orgies impliquant des enfants nobles âgés de 8 à 16 ans. J'ai corrompu systématiquement plus de 300 femmes de l'aristocratie française et européenne. J'ai commandité l'assassinat rituel de 237 innocents, dont 192 nouveau-nés, 38 enfants et 7 adultes. J'ai utilisé le sang de ces victimes comme aphrodisiaque dans mes rapports avec Sa Majesté, transformant involontairement le roi de France en complice de mes sacrilèges. Cette comptabilité macabre, consignée dans un registre relié de cuir noir, constituerait le témoignage le plus accablant jamais rédigé par une criminelle sur ses propres forfaits. La dénonciation de ses complices européens révéla l'étendue internationale de ces réseaux. Des noms prestigieux tombèrent, le prince électeur de Bavière, la princesse palatine, le duc de Savoie, le cardinal de Bouillon. Tous ces personnages, compromis dans ces orgies criminelles, furent discrètement neutralisés par la diplomatie française qui utilisait ces informations comme moyen de chantage politique. En juillet 1669, Françoise Athénaïs quitta définitivement la France dans un carrosse aux armoiries effacées, escorté par des gardes en civil. Son départ clandestin marquait la fin d'une époque et l'effacement d'un nom qui avait incarné pendant 12 ans l'apogée de la sensualité française. Le couvent des Ursulines de Malines, où elle arriva après une semaine de voyage éprouvant, était effectivement un mouroir. Cette institution charitable, dirigée par mère Marie-Angélique van der Meer, accueillait tous les grands malades contagieux que les hôpitaux ordinaires refusaient, pestiférés, lépreux, syphilitiques en phase terminale, tuberculeux, crachotant le sang. « Sœur Pénitentia, dit l'abbesse en accueillant la nouvelle venue sous sa fausse identité, votre passé nous importe peu. Ici, seul compte votre capacité à servir les plus déshérités de la création divine. Êtes-vous prête à consacrer ce qui vous reste de vie au service des mourants ?» Françoise Athénaïs, désormais vêtue de la bure grossière des Ursulines, acquiesça silencieusement. Elle découvrait un univers totalement opposé à celui de ses débauches passées. L'abnégation remplaçait l'égoïsme, la charité chrétienne succédait à la cruauté sadique, le service des autres effaçait la recherche exclusive de son plaisir personnel. Les mois suivants furent un calvaire physique et moral. Habituée au raffinement de Versailles, elle devait désormais vider les bassins d'excréments des dysentériques, laver les plaies purulentes des lépreux, nourrir à la cuillère des tuberculeux qui crachaient le sang sur ses mains. Cette confrontation brutale avec la souffrance humaine la plus extrême opérait en elle une transformation psychologique radicale. Sœur Pénitentia, lui dit un jour un lépreux agonisant qu'elle soignait depuis des semaines. « Vos mains sont si douces,
On sent que vous avez connu une autre vie avant d'arriver ici. Qu'est-ce qui vous a amené à nous? Cette question la bouleversa profondément. Cet homme, dont le visage était rongé par la maladie, ignorait qu'il s'adressait à celle qui avait été la femme la plus puissante de France. Il ne voyait en elle qu'une religieuse dévouée qui apaisait ses dernières souffrances. « J'ai commis des péchés terribles », répondit-elle simplement. « Je tente de les racheter en vous servant. » Cette réponse sincère marqua le début de sa véritable conversion. Pour la première fois depuis des années, elle éprouvait des sentiments authentiquement humains. Compassion, humilité, désir de réparer le mal qu'elle avait causé. L'hiver 1679-1680 vit mourir la moitié des pensionnaires du couvent, emportés par une épidémie de typhus particulièrement virulente. Françoise Athénaïs, exposée quotidiennement à la contagion, survécut miraculeusement à cette hécatombe. Elle interpréta cette survie comme un signe de la Providence. Dieu lui accordait du temps supplémentaire pour racheter ses fautes. Ses journées se déroulaient désormais selon un rythme immuable. Levé à 4 heures pour les matines, puis 8 heures consécutives au chevet des mourants, repas frugal pris en silence, vêpres du soir, et couché sur une paillasse dans une cellule nue et glacée. Cette existence monastique extrême effaçait progressivement les souvenirs de sa vie de débauche. Mais ces nuits restaient peuplées de cauchemars récurrents où revenaient les fantômes de ses victimes. Elle revoyait les visages des nouveau-nés qu'elle avait fait égorger, entendait les pleurs des enfants qu'elle avait corrompus, sentait sur sa peau le sang innocent dont elle s'était enduite lors de ses orgies criminelles. « Mon Dieu !» priait-elle, en se réveillant en sursaut, baignée de sueur froide. « Accordez-moi le pardon que je ne mérite pas. Permettez que mes souffrances présentes rachètent les souffrances que j'ai infligées aux innocents. » Cette prière obsessionnelle rythmait ses nuits d'insomnie. Elle comprenait désormais que ses crimes dépassaient les limites du pardonnable humain. Seule une miséricorde divine infinie pourrait éventuellement effacer l'énormité de ses fautes. L'année 1680 lui apporta une nouvelle épreuve. Elle contracta la lèpre au contact de ses malades. Cette maladie, considérée comme un châtiment divin à l'époque, commença à ronger lentement son visage autrefois si beau. Ses traits se déformaient progressivement. Ses mains se couvraient de plaies purulentes, sa voix se transformait en râle rauque. « Sœur Pénitentia », lui dit mère Marie-Angélique en constatant les premiers signes de la maladie, « vous devez désormais vous isoler avec les autres lépreux. Votre dévouement vous a condamné, mais il vous a aussi sanctifié. » Cette sanctification par la maladie marquait symboliquement l'aboutissement de sa pénitence. La femme qui avait incarné la beauté et la sensualité triomphante était désormais transformée en créature repoussante, objet de dégoût pour tous ceux qui l'approchaient. Paradoxalement, cette déchéance physique lui apportait une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue. Débarrassée des tentations de la chair, libérée des vanités de l'apparence, elle découvrait enfin les joies authentiques de l'âme humaine. La compassion désintéressée, l'acceptation sereine de la souffrance. Elle, les pratiques sexuelles choquantes de la famille Montespan que l'histoire a tenté d'effacer. Pratiques sexuelles terrifiantes que la famille Montespan réalisait dans l'ombre de la cour de Versailles. Versailles, 1667. Dans les alcôves secrètes du château du Roi Soleil, Françoise Athénaïs de Rochechouart, marquise de Montespan, règne comme la maîtresse la plus puissante de France. Mais derrière les fastes de la cour se cachent des pratiques sexuelles d'une perversité inouïe, des rituels érotiques blasphématoires et des orgies sanglantes que la famille Montespan organise pour préserver son emprise sur le pouvoir royal. Cette histoire révèle les secrets les plus sombres d'une dynastie qui transformait la luxure en arme politique. Versailles, septembre 1667. Dans les appartements somptueux de Françoise Athénaïs de Rochechouart, les chandelles de cire parfumée projetaient des ombres dansantes sur les murs tendus de soie cramoisie. À 27 ans, celle qui allait devenir marquise de Montespan
incarnait une sensualité dévorante qui électrisait tous les hommes de la cour. Ses courbes voluptueuses, moulées dans une robe de satin qui ne dissimulait rien de ses formes généreuses, attiraient les regards les plus concupiscents. Mais ce que ignoraient les courtisans, c'est que derrière cette façade de respectabilité aristocratique, Françoise Athénaïs cultivait déjà des appétits charnels d'une intensité troublante. Dans sa demeure familiale du Poitou, les Rochechouart avaient développé depuis des générations des traditions secrètes qui mêlaient pouvoir, sexualité et transgression. « Ma chère cousine », murmurait Marie-Madeleine de Rochechouart, marquise de Thianges, en pénétrant dans la chambre de Françoise Athénaïs, « il est temps de préparer votre initiation au vrai plaisir du pouvoir. » Marie-Madeleine, sœur aînée de Françoise Athénaïs, était une femme de 30 ans au charme vénéneux. Mariée au marquis de Thianges, mais vivant séparément, elle avait acquis à la cour une réputation sulfureuse de femme aux mœurs dissolues. Ses liaisons multiples et ses pratiques libertines alimentaient les rumeurs les plus croustillantes des salons parisiens. « De quoi parlez-vous, ma sœur ?» demanda Françoise Athénaïs, bien qu'elle pressentît la nature de cette conversation. Marie-Madeleine s'approcha sensuellement, ses hanches ondulant sous la soie de sa robe décolletée jusqu'à l'indécence. « Vous croyez conquérir le roi par votre seule beauté? Détrompez-vous, ma chère. Les hommes de pouvoir ont des appétits que seules les femmes initiées au secret de notre famille peuvent satisfaire. » Elle fit signe à sa dame de compagnie, une jeune femme brune aux formes sculpturales nommée Catherine Deschaise, qui transportait une cassette de bois précieux. Cette femme, qui prendrait plus tard le nom de Lavoisin, était déjà à cette époque la pourvoyeuse discrète des plaisirs les plus inavouables de l'aristocratie parisienne. Les Rochechouart, continua Marie-Madeleine en ouvrant la cassette, possèdent depuis le Moyen-Âge des connaissances particulières sur l'art d'asservir les hommes par les sens. Nos ancêtres ont appris des courtisanes byzantines et des concubines orientales des techniques que l'Église condamne, mais que le pouvoir exige. La cassette révéla son contenu troublant. Fioles contenant des huiles parfumées aux propriétés aphrodisiaques, onguents aux effets enivrants, poudres stimulantes, mais surtout des objets dont la seule vue fit rougir Françoise Athénaïs. Des instruments de plaisir sculptés dans l'ivoire et l'ébène, des liens de soie destinés aux jeux de domination, des masques vénitiens pour préserver l'anonymat lors de rencontres clandestines. Notre grand-mère, Diane de Rochechouart, reprit Marie-Madeleine d'une voix caressante, était la maîtresse secrète du cardinal de Richelieu. Elle ne l'a conquis ni par la beauté ni par l'esprit, mais en lui offrant des plaisirs que sa condition ecclésiastique lui interdisait officiellement. C'est grâce à ces talents particuliers qu'elle a obtenu pour notre famille les titres et les richesses dont nous jouissons aujourd'hui. Françoise Athénaïs écoutait ces révélations avec un mélange de fascination et d'appréhension. Elle découvrait que sa famille noble cachait sous ses armoiries glorieuses une tradition séculaire de prostitution raffinée et de manipulation sexuelle. « Regardez ceci », dit Marie-Madeleine en sortant de la cassette un manuscrit relié de cuir rouge. « Le Codex Amoris des Rochechouart, rédigé par notre arrière-grand-mère Isabelle au XVIe siècle. Il contient toutes les techniques secrètes que nous devons maîtriser pour dominer les hommes de pouvoir. » Elle ouvrit le manuscrit à une page ornée de dessins explicites représentant des positions amoureuses d'une complexité acrobatique. Les illustrations, d'un réalisme saisissant, montrèrent des couples enlacés dans des étreintes que Françoise Athénaïs n'avait jamais imaginées. « La première règle, lut Marie-Madeleine, est de ne jamais satisfaire entièrement un homme puissant. Il faut l'amener au bord de l'extase, puis le frustrer, créer en lui un manque qui ne peut être comblé que par votre présence. Cette technique transforme le désir en obsession, l'obsession en dépendance. » Elle tourna les pages, révélant des descriptions détaillées de pratiques érotiques venues d'Orient. L'art de contrôler sa respiration pour prolonger l'acte charnel, les massages aux huiles ensorcelantes, les caresses interdites qui réveillent des zones de plaisir ignorées, l'utilisation d'accessoires exotiques pour décupler les sensations.
La deuxième règle concerne les rituels préparatoires. Avant chaque rencontre intime avec un homme de pouvoir, nous devons purifier notre corps par des ablutions particulières, parfumer notre peau avec des essences qui agissent sur les sens comme des drogues douces, préparer notre esprit par des méditations qui décuplent notre pouvoir de séduction. Catherine de Chaise, qui assistait silencieusement à cette initiation, prit la parole pour la première fois. « Madame la marquise, j'ai préparé selon les anciennes recettes des onguents qui transformeront votre peau en instrument de volupté. Ces préparations, héritées des courtisanes de l'Empire byzantin, rendent chaque caresse irrésistible et chaque baiser addictif. » Elle sortit de son sac plusieurs fioles contenant des liquides aux couleurs chatoyantes. Cette huile dorée, extraite de fleurs d'ylang-ylang et mélangée à de la poudre de cornes de rhinocéros, décuple la sensibilité de la peau. Une seule goutte appliquée sur les zones érogènes transforme le moindre effleurement en source d'extase. Cette pommade nacrée, continua-t-elle en montrant un second flacon, contient du musc de cerf et de l'ambre gris. Appliquée sur les lèvres, elle rend les baisers si enivrants que l'homme qui les reçoit ne peut plus s'en passer. Le roi Louis XIV lui-même succombera à ce charme oriental. Françoise Athénaïs sentait monter en elle une excitation trouble face à ces révélations. Elle comprenait que sa famille lui proposait de franchir une ligne invisible, de passer du statut de dame noble à celui de courtisane raffinée, armée de tous les secrets de la séduction orientale. « Mais ce ne sont que les préliminaires », reprit Marie-Madeleine avec un sourire énigmatique. « Les véritables secrets de notre famille concernent les cérémonies collectives, les rituels orgiaques qui décuplent le pouvoir de séduction et créent des liens indissolubles entre les participants. »« De quelle cérémonie parlez-vous » demanda Françoise Athénaïs, le cœur battant. « Chaque mois, lors de la nouvelle lune, nous organisons dans le château familial de Bonneuil des rassemblements secrets auxquels participent les personnalités les plus influentes du royaume. Ces soirées mêlent plaisir charnel et échange d'informations politiques, créant un réseau de complicité qui nous garantit une protection absolue. » Marie-Madeleine se leva et se dirigea vers une tapisserie qui ornait le mur. D'un geste expert, elle dégagea un pan de tissu, révélant une porte secrète dissimulée dans la boiserie. « Venez, ma sœur, il est temps que vous découvriez ce qui se cache réellement derrière notre façade de respectabilité. » Elles pénétrèrent dans un couloir étroit, éclairé par des torches, puis descendirent un escalier de pierre qui menait aux caves du château. L'atmosphère se chargeait d'humidité et de parfums entêtants. Au bout du couloir, une lourde porte de chêne fermait l'accès à une salle dont provenaient des bruits étouffés, gémissements, murmures, froissements d'étoffes. « Nous y voici !» chuchota Marie-Madeleine. La chambre secrète où se déroulent nos initiations familiales depuis 3 siècles. Elle poussa la porte, révélant un spectacle qui coupa le souffle de Françoise Athénaïs. La salle, éclairée par des centaines de chandelles parfumées, était tendue de velours rouge sombre et ornée de tapisseries aux motifs érotiques. Au centre, sur des coussins de soie disposés à même le sol, une dizaine de personnes s'adonnaient à des ébats d'une sensualité débridée. Françoise Athénaïs reconnut parmi les participants plusieurs personnalités de la haute noblesse. Le duc de Vivonne, son propre frère, enlacé avec une courtisane aux formes sculpturales, la comtesse de Soissons, Marie-Anne Mancini, offrant ses charmes à 2 gentilshommes simultanément, le marquis de Vardes, l'un des libertins les plus notoires de la cour, dirigeant avec expertise les ébats d'un groupe de jeunes femmes dénudées. « Voici », murmura Marie-Madeleine à l'oreille de sa sœur, « le véritable visage de notre famille. Nous ne sommes pas de simples nobles vivant de leur rente, mais les organisateurs du plus influent réseau de plaisirs clandestins de France. Chaque homme qui participe à ces cérémonies devient notre débiteur, chaque femme notre complice. » Au fond de la salle, sur une estrade tendue de brocart doré, trônait un personnage que Françoise Athénaïs mit plusieurs secondes à identifier. C'était Gabriel de Rochechouart, duc de Mortemart, son propre père.
Âgé de 65 ans, cet homme qu'elle vénérait pour sa droiture morale présidait visiblement ses orgies familiales avec l'autorité d'un maître de cérémonie expérimenté. « Notre père », expliqua Marie-Madeleine devant la stupéfaction de sa sœur, est le gardien de nos traditions secrètes. C'est lui qui a initié le cardinal de Richelieu, puis le cardinal Mazarin, au plaisir particulier que seule notre famille sait offrir. Notre influence politique ne vient pas de notre noblesse, mais de notre capacité à asservir les hommes de pouvoir par leurs vices. Gabriel de Rochechouart aperçut ses filles et leur fit signe d'approcher. Malgré son âge, il conservait une prestance impressionnante et un charisme naturel qui expliquait son ascendant sur cette assemblée de débauches. « Ma chère Françoise Athénaïs », dit-il d'une voix grave en la prenant dans ses bras, « le moment est venu pour vous de recevoir l'initiation qui fera de vous la plus puissante femme de France. Êtes-vous prête à abandonner les illusions de la vertu pour embrasser la véritable nature de notre famille ?» Cette question marquait un tournant décisif. Françoise Athénaïs comprenait qu'en acceptant, elle s'engagerait dans une voie sans retour qui transformerait radicalement sa conception de l'amour, du pouvoir et de la morale. Mais l'attrait du pouvoir absolu sur les hommes plus puissants du royaume était plus fort que ses scrupules de jeune femme bien née. « Oui, mon père, » répondit-elle dans un souffle, « je suis prête. » Ce qui suivit dépassa tout ce que son éducation catholique lui avait appris sur les relations entre hommes et femmes. Son père la conduisit au centre de l'assemblée où elle fut délicatement dévêtue par des mains expertes. Sa nudité, loin de la faire rougir de honte, l'emplissait d'un sentiment de puissance inédit. Elle sentait sur elle les regards brûlants des participants, hommes et femmes mélangés, et comprenait qu'elle détenait sur eux un pouvoir absolu. L'initiation proprement dite combina instruction théorique et pratique sensuelle. Marie-Madeleine lui enseigna les gestes précis qui déclenchent l'extase masculine. Où poser les mains, comment moduler la respiration, à quel rythme ondoyer des hanches, comment utiliser sa langue et ses lèvres pour conduire un homme au bord de la folie érotique. Le secret, lui chuchota sa sœur pendant qu'elle expérimentait ces techniques sur un volontaire compliant, et de toujours garder le contrôle de la situation. L'homme doit croire qu'il vous domine, mais en réalité, c'est vous qui orchestrez chacun de ses plaisirs. Vous êtes l'instrument et la musicienne, l'œuvre d'art et l'artiste. Cette première nuit d'initiation transforma irrémédiablement Françoise Athénaïs. Elle découvrit en elle des instincts sensuels d'une intensité qu'elle n'avait jamais soupçonnée, mais surtout, elle comprit l'extraordinaire pouvoir que lui conféraient ses nouvelles compétences. Les hommes qui l'avaient désirée pour sa beauté allaient désormais devenir ses esclaves volontaires, prêts à tout pour revivre les extases qu'elle seule savait leur procurer. Quand elle regagna ses appartements au petit matin, elle n'était plus la même femme. La jeune noble ambitieuse s'était muée en prédatrice sexuelle parfaitement entraînée, héritière de 3 siècles de traditions libertines familiales. Elle était désormais prête à partir à la conquête du cœur et des sens du roi de France. Les semaines suivantes furent consacrées à parfaire son éducation particulière. Chaque jour, sous la direction de Marie-Madeleine et de Catherine Deschailles, elle apprenait de nouvelles techniques. L'art du striptease qui rend fou de désir, les massages érotiques qui décuplent les sensations, les jeux de rôle qui permettent d'explorer les fantasmes les plus secrets des hommes puissants. Elle apprit également à utiliser les accessoires sophistiqués de la panoplie familiale, huiles parfumées aux effets aphrodisiaques, costumes érotiques venus d'Orient, masques et déguisements pour les jeux clandestins, drogues douces qui décuplent les sensations sans altérer la conscience. Mais surtout, elle maîtrisa l'art subtil du chantage affectif et sexuel. Comment créer une dépendance psychologique chez un amant? Comment l'amener progressivement à révéler ses secrets les plus compromettants? Comment utiliser ces informations pour accroître son influence politique? En octobre 1667, Françoise Athénaïs se sentait prête pour sa première grande épreuve. Séduire Louis XIV et en faire son esclave sexuel volontaire. Forte des enseignements familiaux et armée de tous les secrets orientaux de la sensualité, elle se lança à l'assaut du cœur du roi Soleil.
Mais elle ignorait encore que cette initiation au plaisir interdit n'était que le premier degré d'une école de perversion qui allait l'emmener vers des abîmes de dépravation qu'elle n'imaginait pas. Versailles, printemps 1669. 2 ans s'étaient écoulés depuis l'initiation de Françoise Athénaïs aux secrets familiaux. 2 années pendant lesquelles elle avait méthodiquement tissé sa toile autour de Louis XIV. Le roi, conquis par ses talents exceptionnels au lit, avait officialisé leur liaison et lui avait donné un premier enfant, Louis-Auguste. Mais loin de satisfaire ses ambitions, ce succès initial avait éveillé en elle des appétits encore plus pervers. Dans ses appartements somptueux de Versailles, reliés à ceux du roi par un escalier dérobé, Françoise Athénaïs présidait désormais à des réunions secrètes qui dépassaient en dépravation tout ce qu'elle avait connu au château familial. Chaque semaine, elle organisait des soupers intimes, qui n'avaient d'intime que le nom, car ils rassemblaient une douzaine de personnalités triées sur le volet pour leurs vices particuliers et leur discrétion absolue. « Ma chère amie », murmurait Marie-Anne Mancini, comtesse de Soissons, en caressant sensuellement l'épaule nue de Françoise Athénaïs, « vos petites réceptions deviennent de plus en plus stimulantes. Mais ne pensez-vous pas qu'il serait temps de passer à des plaisirs plus raffinés ?» Marie-Anne, nièce du cardinal Mazarin et belle-sœur du prince Eugène de Savoie, était une femme de 35 ans aux appétits sexuels légendaires. Mariée très jeune à Eugène Maurice de Savoie, elle vivait séparément et collectionnait les amants avec une voracité qui faisait scandale même dans les milieux les plus libertins de la cour. « Que suggérez-vous exactement ?» demanda Françoise Athénaïs, bien qu'elle pressentît la nature de cette proposition. « Il existe à Paris, » répondit Marie-Anne en baissant la voix, « des cercles très fermés où se pratiquent des divertissements que même nous n'avons jamais expérimentés. Des plaisirs venus d'Orient qui mêlent extase charnelle et expériences spirituelles transcendantes. » Elle fit signe à une femme qui se tenait discrètement dans l'ombre du salon. Il s'agissait de Catherine Deschey, devenue entre-temps Madame Monvoisin après son mariage avec un bijoutier parisien. Cette femme de 40 ans avait développé depuis leur première rencontre un réseau impressionnant de contacts dans les milieux les plus interlopes de la capitale. « Madame la marquise » dit la voisin en s'approchant avec cette démarche ondulante qui caractérisait les femmes rompues aux arts de la séduction, « j'ai effectivement découvert des praticiens exceptionnels qui pourraient enrichir considérablement vos expériences sensorielles. » Françoise Athénaïs observait cette femme avec un mélange de fascination et de méfiance. Catherine Monvoisin avait conservé sa beauté mature, mais ses yeux brillaient d'une intelligence vénale qui trahissait des fréquentations douteuses. Ses robes, toujours somptueuses, ne parvenaient plus à dissimuler complètement une vulgarité naissante qui contrastait avec l'élégance naturelle de l'aristocratie. « De quel praticien parlez-vous » interrogea la marquise. « Il y a d'abord l'abbé Étienne Guibourg, » répondit la voisin, « un prêtre, disons défroqué, qui officie dans des cérémonies particulièrement efficaces pour décupler les plaisirs charnels. Ces messes spéciales transforment l'acte d'amour en expérience mystique d'une intensité inouïe. Ensuite, continua-t-elle, il y a Adam Lesage, que l'on surnomme le magicien de Saint-Denis. Cet homme possède des connaissances venues d'Afrique et d'Orient sur l'art de stimuler des zones érogènes que les Européens ignorent. Ces séances privées procurent des extases qui durent des heures entières. Et enfin, conclut-elle avec un sourire mystérieux, il y a mon propre réseau de jeunes femmes spécialement entraînées aux pratiques les plus raffinées. Des filles que j'ai personnellement initiées aux secrets de la sensualité orientale et qui peuvent satisfaire les fantasmes les plus particuliers. » Cette présentation éveilla immédiatement l'intérêt de Françoise Athénaïs. Depuis qu'elle avait goûté aux plaisirs interdits, elle ressentait un besoin croissant de nouvelles stimulations, de sensations inédites qui puissent égaler l'intensité de ses premières expériences. Ces praticiens accepteraient-ils de se déplacer à Versailles ? Demanda-t-elle prudemment.
Bien sûr, madame la marquise, mais leurs services exigent une discrétion absolue et des honoraires proportionnels à leur talent exceptionnel. Marie-Anne de Soissons intervint alors. « Françoise Athénaïs, nous ne pouvons plus nous contenter des plaisirs ordinaires. Notre position nous donne accès à des expériences que le commun des mortels ne peut même pas imaginer. Ce serait gâcher notre privilège que de ne pas les explorer. » Cette argumentation acheva de convaincre la marquise. Le soir même, elle organisa une première séance expérimentale dans le pavillon secret qu'elle avait fait aménager dans les jardins de Versailles, à l'écart des regards indiscrets. Le pavillon, construit dans le style des folies galantes de l'époque, dissimulait sous son apparence innocente un véritable temple du plaisir. Les murs étaient tendus de soie rouge sombre, le sol recouvert de tapis persans aux motifs érotiques et l'éclairage assuré par des dizaines de chandelles parfumées qui diffusaient des effluves aphrodisiaques. La première cérémonie dirigée par l'abbé Guibourg dépassa toutes les attentes de Françoise Athénaïs. Cet homme d'une cinquantaine d'années, au physique ingrat mais au charisme troublant, officia dans une parodie de messe qui mêlait liturgie catholique et rituels érotiques orientaux. Vêtu d'une chasuble rouge sang, ornée de broderies dorées représentant des scènes d'accouplement, l'abbé Guibourg transforma le pavillon en chapelle blasphématoire. Un autel improvisé fut dressé au centre de la pièce, recouvert d'un drap de velours noir brodé de symboles phalliques. « Mes très chères sœurs en volupté », commença-t-il d'une voix grave et pénétrante. « Nous allons célébrer ce soir la messe de Vénus Luxuria, rituel sacré qui unit l'âme et la chair dans une communion transcendante. » Françoise Athénaïs, Marie-Anne de Soissons et 4 autres femmes triées sur le volet se placèrent autour de l'autel, vêtues de simples tuniques transparentes qui révélaient plus qu'elles ne cachaient leur charme. L'atmosphère se chargeait d'une sensualité mystique troublante. L'abbé Guibourg entama alors une liturgie détournée, où les paroles sacrées traditionnelles étaient remplacées par des invocations à la déesse de l'amour charnel. « Corpus veneris » psalmodiait-il, « Corpus voluptatis, Corpus luxuriae ». Pendant ce temps, il caressait religieusement le corps de Françoise Athénaïs, allongé sur l'autel, transformant chaque effleurement en source d'extase mystique. Cette première expérience révéla à la marquise des dimensions inexplorées du plaisir charnel. La transgression religieuse décuplait l'intensité des sensations physiques, créant un mélange explosif de culpabilité et de jouissance qui la marqua profondément. Encouragée par cette découverte, elle multiplia les expérimentations. Adam le Sage lui fit découvrir les techniques tantriques venues d'Inde, qui permettent de maintenir l'excitation sexuelle à son paroxysme pendant des heures sans jamais atteindre la résolution finale. Ces séances marathoniennes transformaient les participantes en créatures pantelantes de désirs inassouvis. La frustration volontaire, expliquait le Sage de sa voix hypnotique, décuple la sensibilité de tous les nerfs. Chaque caresse devient un supplice délicieux, chaque baiser une torture exquise. C'est ainsi que les courtisanes orientales rendent fous les sultans les plus puissants. Mais c'est avec le réseau de jeunes femmes recrutées par la Voisin que Françoise Athénaïs poussa le plus loin ses explorations des limites de la sensualité. Ces filles, âgées de 15 à 25 ans, avaient été soigneusement sélectionnées pour leur beauté exceptionnelle et leur absence totale de préjugés moraux. Marguerite Monvoisin, fille de Catherine, âgée de 18 ans, incarnait parfaitement ce nouveau type de courtisane. D'une beauté sculpturale rehaussée par des yeux verts d'une profondeur troublante, elle maîtrisait des techniques érotiques d'une sophistication stupéfiante. « Madame la marquise », murmurait-elle de sa voix caressante pendant qu'elle massait sensuellement le corps de Françoise Athénaïs avec des huiles aux parfums entêtants. « Laissez-moi vous enseigner l'art des caresses interdites que ma mère a appris des harems turcs. » Ces séances privées avec Marguerite initièrent Françoise Athénaïs aux plaisirs saphiques les plus raffinés. Elle découvrit que les femmes possédaient une connaissance intuitive du corps féminin qui leur permettait de procurer des extases d'une subtilité inaccessible aux hommes.
L'été 1670 marqua une nouvelle escalade dans la dépravation. Françoise Athénaïs, enceinte de son second enfant royal, mais refusant de modérer ses ardeurs, organisa la première grande orgie collective dans les caves secrètes de Versailles. Cette cérémonie, qui rassembla une vingtaine de participants triés sur le volet, établit sa réputation de femme aux appétits sexuels insatiables. Le duc de Vivonne, son propre frère, dirigea cette soirée mémorable avec une expertise qui révélait sa longue expérience des plaisirs collectifs. Louis-Victor de Rochechouart, maréchal de France et vice-amiral des mers du Levant, avait rapporté de ses campagnes militaires une connaissance approfondie des pratiques érotiques méditerranéennes. « Ma sœur », déclara-t-il en ouvrant cette cérémonie exceptionnelle, « nous allons revivre ce soir les bacchanales de l'Antiquité romaine, ces fêtes sacrées où patriciens et patriciennes s'abandonnaient aux instincts les plus primitifs de l'humanité. » La cave, spécialement aménagée pour l'occasion, reproduisait l'atmosphère d'un temple antique dédié au culte de Priape. Des statues aux proportions phalliques exagérées ornaient les alcôves, des fresques érotiques décorèrent les murs, et des braseros diffusaient des parfums aphrodisiaques qui enflammaient les sens. Cette orgie historique dura toute la nuit et marqua l'apogée des explorations sensorielles de Françoise Athénaïs. Elle y expérimenta des configurations érotiques d'une complexité acrobatique, satisfit simultanément plusieurs partenaires, explora des zones de plaisir qu'elle ignorait posséder. Mais surtout, elle comprit ce soir-là que ses appétits sexuels étaient devenus incontrôlables. Le plaisir charnel était devenu pour elle une drogue dont elle ne pouvait plus se passer, et dont les doses devaient être constamment augmentées pour maintenir le même niveau d'extase. L'automne 1670 vit naître le premier scandale public lié aux activités secrètes de la marquise. Une femme de chambre indiscrète, Marie-Jeanne Lefebvre, surprise en train d'espionner une de ses soirées orgiaques, tenta de faire chanter Françoise Athénaïs en menaçant de révéler ses pratiques au roi. « Madame la marquise », osa dire cette fille de 25 ans, au charme vulgaire, « j'ai vu ce qui se passe réellement dans vos appartements secrets. Si vous ne voulez pas que Sa Majesté apprenne vos divertissements particuliers, il faudra m'assurer une rente généreuse. » Cette tentative de chantage révéla à Françoise Athénaïs la vulnérabilité de sa position. Ses expériences sexuelles, si elles étaient révélées publiquement, pourraient ruiner sa réputation et compromettre son influence sur le roi. Elle comprit qu'elle devait éliminer cette menace par tous les moyens. « Ma chère Marie-Jeanne, répondit-elle avec un sourire glacial, vous semblez ignorer à qui vous vous adressez. Je vais vous proposer un marché plus avantageux pour vous. » Ce qui suivit illustra parfaitement l'évolution psychologique de Françoise Athénaïs. Au lieu d'acheter le silence de cette femme par l'argent, elle décida de la corrompre par le plaisir, transformant une ennemie potentielle en complice enthousiaste de ses débauches. Marie-Jeanne Lefebvre, fille de paysans normands arrivés à Versailles pour servir comme domestique, découvrit en une seule soirée des plaisirs qu'elle n'avait jamais imaginés. Initiée par Marguerite Monvoisin, aux caresses saphiques les plus raffinées, enduite d'huiles aphrodisiaques qui embrasaient sa peau de sensations inédites, elle bascula en quelques heures dans un univers de volupté qui effaça définitivement ses velléités de chantage. « Madame la marquise !» gémissait-elle au petit matin, après une nuit d'initiation intensive. « Pardonnez-moi mes intentions malveillantes. Je ne veux plus qu'une chose, continuer à participer à vos réunions exceptionnelles. » Cette conversion d'une ennemie en esclave sexuelle donna à Françoise Athénaïs une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Le plaisir charnel était une arme de domination plus efficace que l'argent ou les menaces. Elle décida dès lors de systématiser cette méthode pour neutraliser tous ceux qui pourraient menacer ses secrets. L'hiver 1670-1671 fut consacré à l'expansion de son réseau de corruption sensuelle. Françoise Athénaïs identifiait méthodiquement les personnes susceptibles de lui nuire. Serviteurs indiscrets, courtisans jaloux, épouses délaissées de ses amants,
et les attirait dans ses cercles de débauche où elle devenait ses complices involontaires. Cette stratégie révéla chez elle un génie diabolique de la manipulation psychologique. Elle savait instinctivement identifier les faiblesses secrètes de chaque individu, les fantasmes inavoués, les frustrations sexuelles, les perversions cachées. Puis elle orchestrait des scénarios sur mesure qui satisfaisaient parfaitement ses besoins cachés. Madame de Ludre, la chanoinesse aux charmes vocaux qui commençait à attirer l'attention du roi, fut ainsi neutralisée par une soirée mémorable où elle découvrit sa vraie nature lesbienne. Françoise Athénaïs avait organisé un faux concert privé qui se transforma progressivement en orgie féminine d'une sensualité dévastatrice. « Ma chère Marie-Isabelle », murmura la marquise en caressant tendrement les cheveux de sa rivale pantelante d'extase, « maintenant que nous partageons ce secret délicieux, je suis sûr que nous n'aurons plus de malentendus concernant les attentions de Sa Majesté. » Cette méthode de corruption systématique transforma Versailles en un véritable bordel aristocratique secret où les plus hautes personnalités du royaume s'adonnaient aux plaisirs les plus inavouables sous la direction occulte de Françoise Athénaïs. Elle régnait désormais sur un empire invisible de la luxure qui lui garantissait une impunité absolue. Le printemps 1671 marqua l'apogée de cette période de dépravation organisée. Françoise Athénaïs, enceinte de son troisième enfant royal, mais plus active que jamais, inaugura dans les jardins de Versailles un temple secret dédié aux plaisirs orientaux. Cette construction, officiellement présentée comme un pavillon de musique, abritait en réalité le plus sophistiqué des bordels aristocratiques. L'architecture même du bâtiment reflétait sa destination véritable, conçue par Jules Hardouin-Mansart selon les plans secrets fournis par Françoise Athénaïs. Il reproduisait l'organisation des harems ottomans avec des salons thématiques dédiés à des plaisirs spécifiques. Le salon rouge était consacré aux jeux de domination et de soumission. Équipé de chaînes dorées, de fouets en cuir souple et de masques vénitiens, il permettait l'exploration des fantasmes de pouvoir et d'humiliation qui hantaient l'aristocratie de l'époque. Le salon bleu abritait les expériences sensorielles extrêmes, bains parfumés aux huiles aphrodisiaques, massages aux plumes d'autruche qui décuplaient la sensibilité cutanée, ingestion contrôlée de substances stimulantes venues d'Orient. Le salon noir, le plus secret, était réservé aux cérémonies blasphématoires dirigées par l'abbé Guibourg. C'est là que se déroulaient les messes noires, où l'extase charnelle se mêlait à la transgression religieuse pour créer des expériences mystiques d'une intensité terrifiante. Mais c'est le salon doré qui révélait le mieux le génie pervers de Françoise Athénaïs. Cette pièce circulaire était entièrement tapissée de miroirs qui démultipliaient à l'infini les images des ébats qui s'y déroulaient. Les participants découvraient ainsi, sous tous les angles, leur propre dépravation, créant une auto-excitation narcissique d'une puissance inouïe. « Regardez-vous » murmurait Françoise Athénaïs aux novices qu'elle initiait dans ce temple de la vanité érotique. « Admirez votre beauté transfigurée par le plaisir. Vous êtes des déesses de la volupté, des créatures divines qui transcendent la morale ordinaire. » Cette mise en scène sophistiquée transformait l'acte sexuel en spectacle esthétique, effaçant la frontière entre art et pornographie. Les participants avaient l'impression de vivre des tableaux vivants inspirés de la mythologie antique, justifiant ainsi leurs excès par une pseudo-dimension artistique. L'été 1671 vit l'organisation de la plus grandiose orgie de l'époque, les Nuits de Circé, festival secret qui dura 3 jours et 3 nuits dans le temple des plaisirs versaillais. Cette manifestation rassembla plus de 50 participants venus de toute l'Europe, transformant Versailles en capitale mondiale de la débauche aristocratique. Louis-Victor de Rochechouart, duc de Vivonne, avait utilisé ses relations diplomatiques pour attirer les personnalités les plus décadentes des cours européennes. Le prince électeur de Bavière, Maximilien Emmanuel, réputé pour ses mœurs dissolues, côtoyait
la princesse palatine Anne de Gonzague, lesbienne notoire qui collectionnait les maîtresses dans tous les salons européens. Ces 3 journées de débauche continue établirent de nouveaux records en matière de perversion collective. Françoise Athénaïs, dirigeant ses festivités avec l'autorité d'une grande prêtresse de Vénus, orchestrait des ballets érotiques d'une complexité chorégraphique stupéfiante. « Mes chers amis », déclara-t-elle en ouvrant cette cérémonie historique, « nous allons revivre les mystères d'Éleusis, ces initiations secrètes où les Grecs antiques découvraient les secrets ultimes de l'existence par l'union mystique de l'âme et de la chair. » Cette référence pseudo-intellectuelle aux cultes antiques permettait aux participants de justifier leurs excès par des motifs spirituels et philosophiques. Ils ne s'abandonnaient pas à de vulgaires orgies, mais participaient à une quête initiatique de vérité transcendante par l'exploration des limites du plaisir charnel. La réalité était naturellement moins noble. Ces 3 jours virent se succéder des scènes d'une dépravation inouïe. Accouplements multiples, impliquant jusqu'à 10 participants simultanément, jeux érotiques avec des animaux dressés spécialement à cet effet, consommation de drogues hallucinogènes qui transformaient les sensations sexuelles en expériences cosmiques. Françoise Athénaïs elle-même, malgré sa grossesse avancée, participa activement à toutes ces débauches. Sa condition de femme enceinte, loin de modérer ses ardeurs, semblait au contraire décupler sa sensualité. Les modifications hormonales de la grossesse rendèrent son corps encore plus réceptif aux caresses, transformant chaque étreinte en source d'extase multipliée. La femme enceinte, expliquait-elle à ses invités fascinés, porte en elle la force créatrice de l'univers. Chaque plaisir qu'elle ressent est démultiplié par cette puissance cosmique qui grandit dans son ventre. C'est pourquoi les déesses antiques de la fertilité étaient également celles de la volupté. Cette pseudo-théorie justifiait sa participation effrénée à des ébats qui auraient scandalisé même les milieux les plus libertins de l'époque. Elle se donnait à tous les participants, hommes et femmes, indistinctement, explorant des pratiques d'une audace inouïe qui établirent sa réputation légendaire de nymphomane sacrée. Mais ces excès commençaient à produire leurs premiers effets pervers sur sa personnalité. L'habitude de tous les plaisirs créait en elle une accoutumance qui nécessitait des stimulations toujours plus intenses. Les pratiques qui l'avaient ébloui lors de son initiation lui semblaient désormais fades et répétitives. C'est dans cet état d'esprit qu'elle commit l'erreur qui allait précipiter sa chute. En septembre 1671, poussée par Catherine Monvoisin qui flairait des profits considérables, elle accepta de franchir la ligne rouge qui sépare la débauche de la criminalité. Participer à des rituels où des vies humaines seraient sacrifiées pour décupler l'intensité des plaisirs charnels. Madame la marquise, lui proposa la voisin avec cette voix mielleuse qui caractérisait ses suggestions les plus dangereuses, il existe des cérémonies ultimes où l'extase érotique atteint des sommets que vous n'avez jamais imaginés, mais elles exigent des offrandes particulières qui garantissent l'intervention des forces cosmiques les plus puissantes. Ces offrandes particulières impliquaient le sacrifice d'êtres humains, généralement des nouveau-nés achetés à des mères désespérées ou des prostituées âgées dont la disparition ne serait pas remarquée. Le sang versé était censé décupler l'énergie sexuelle des participants et leur procurer des orgasmes d'une intensité surnaturelle. Françoise Athénaïs, dont les facultés morales avaient été progressivement anéanties par des années de transgression croissante, accepta cette proposition monstrueuse. Elle franchissait ainsi la frontière qui sépare la perversion de la criminalité absolue, s'engageant sur une voie qui ne pourrait plus jamais la ramener vers l'humanité normale. La première messe noire avec sacrifice humain eut lieu dans une cave secrète du faubourg Saint-Marcel, loin des regards indiscrets de Versailles. Cette cérémonie, qui marquait l'entrée de Françoise Athénaïs dans l'univers du crime organisé, allait sceller son destin et celui de tous ses complices. Paris, octobre 1671.
Dans une cave humide du faubourg Saint-Marcel, éclairée par la lueur vacillante de dizaines de chandelles noires, se préparait la cérémonie la plus monstrueuse à laquelle Françoise Athénaïs eût jamais participé. L'endroit, choisi par Catherine Monvoisin pour son isolement parfait, empestait le salpêtre et la moisissure, mais ses odeurs nauséabondes seraient bientôt couvertes par des parfums bien plus terrifiants. « Madame la marquise », chuchotait Marguerite Monvoisin en aidant Françoise Athénaïs à revêtir la tunique rituelle de soie rouge sang. « Êtes-vous certaine de vouloir franchir ce pas? Ce qui va se dérouler ici ne pourra jamais être effacé de votre mémoire. » Françoise Athénaïs, le regard brillant d'une excitation malsaine, caressa sensuellement le tissu précieux qui moulait ses formes opulentes. À 31 ans, enceinte de 7 mois de son 3e enfant royal, elle incarnait une sensualité morbide qui fascinait autant qu'elle répugnait. « Ma chère petite », répondit-elle d'une voix rauque de désir, « j'ai épuisé tous les plaisirs que ce monde peut offrir à une femme de mon rang. Seule cette ultime transgression peut encore enflammer mes sens émoussés par tant d'excès. » L'abbé Étienne Guibourg, vêtu d'une chasuble noire, ornée de phallus dorés et de vulves argentées, préparait minutieusement l'autel blasphématoire. Cet homme de 55 ans, au visage ravagé par des années de débauche et de transgression, avait perdu toute trace d'humanité dans ses yeux vitreux. Ancien prêtre de la paroisse Saint-Marcel, défroqué pour des actes de pédophilie sur ses enfants de cœur, il avait trouvé dans ses messes noires un exutoire parfait à ses pulsions criminelles. « Mes très chères sœurs en luxure », psalmodia-t-il de sa voix grave et hypnotique, « nous allons célébrer ce soir la messe de Moloch et d'Astarté, divinités anciennes qui exigent le sang innocent pour accorder leurs faveurs érotiques les plus extrêmes. » L'autel, dressé au centre de la cave, était recouvert d'un drap de velours noir brodé de symboles phalliques entrelacés. Des candélabres d'argent noircis supportaient des chandelles de cire humaine mélangées à de la graisse de cadavre, dégageant une fumée âcre qui enivrait les participants d'une euphorie malsaine. Autour de cet autel impie se tenaient les 8 participants de cette cérémonie maudite. Françoise Athénaïs, naturellement, Marie-Anne Mancini, comtesse de Soissons, la duchesse de Bouillon, Marie-Anne Mancini, le marquis de Feuquières, Antoine de Pas, Catherine et Marguerite Monvoisin, Adam Lesage et un mystérieux personnage masqué que Françoise Athénaïs soupçonnait d'être un agent de puissance étrangère. « Apportez l'offrande !» ordonna Guibourg d'une voix qui fit frémir même ces criminels endurcis. Catherine Monvoisin disparut dans l'ombre et revint portant un panier d'osier recouvert d'un linge blanc. Elle le déposa délicatement sur l'autel, puis souleva le tissu, révélant son contenu monstrueux. Un nouveau-né d'à peine quelques jours, encore vivant mais drogué par un opiacé qui le maintenait dans un état de somnolence profonde. « Cette petite créature, » expliqua la voisine d'une voix dénuée de toute émotion humaine, « est née hier soir d'une fille publique de la rue Saint-Denis. Sa mère, empoisonnée aussitôt après l'accouchement, ne manquera à personne. Ce sang vierge de tout péché décuplera l'intensité de vos extases. » Françoise Athénaïs contempla ce nouveau-né avec un mélange de fascination morbide et d'excitation perverse. Ses instincts maternels, déjà altérés par des années de transgression, avaient été totalement anéantis par cette escalade dans l'horreur. Elle ne voyait plus dans cette petite créature innocente qu'un ingrédient nécessaire à l'accomplissement de ses fantasmes les plus noirs. « Allongez-vous sur l'autel, Madame la Marquise », ordonna Guibourg. « Votre corps gravide servira de support sacré à cette communion suprême entre la chair et les ténèbres. » Et Françoise Athénaïs s'étendit sur la pierre froide, son ventre énorme pointant vers les voûtes suintantes de la cave. Le contraste entre sa maternité évidente et la monstruosité de l'acte qu'elle s'apprêtait à commettre ajoutait une dimension supplémentaire d'horreur à cette scène diabolique. L'abbé Guibourg déposa délicatement le nouveau-né sur le ventre de la marquise, puis commença une parodie de messe où les paroles sacrées étaient inversées pour invoquer les puissances infernales. « Corpus diaboli »
gémissait-il en caressant obscènement les chairs nues de Françoise Athénaïs, corpus luxuriae, corpus sanguinis. Pendant cette incantation blasphématoire, les autres participants commencèrent à se déshabiller et à s'enduire d'huiles aphrodisiaques mélangées à du sang animal. L'atmosphère se chargeait d'une sensualité morbide qui électrisait tous les sens. Marie-Anne de Soissons, entièrement nue et luisante de sueur parfumée, s'approcha de l'autel et commença à caresser lascivement le corps de Françoise Athénaïs. Ses mains expertes exploraient chaque centimètre de peau, évitant soigneusement le nouveau-né posé sur le ventre maternel, créant un contraste saisissant entre tendresse érotique et cruauté absolue. « Sentez-vous monter en vous la puissance des ténèbres ?» murmurait-elle à l'oreille de la marquise. « Chaque caresse décuple votre réceptivité aux forces cosmiques qui vont bientôt se déverser en vous. » Françoise Athénaïs, pantelante d'une excitation qui dépassait tout ce qu'elle avait connu jusque-là, sentait effectivement monter en elle des sensations d'une intensité surnaturelle. La transgression absolue que représentait cette situation libérait dans son système nerveux des endorphines en quantité massive, créant une ivresse érotique d'une puissance inouïe. L'abbé Guibourg atteignit le paroxysme de son rituel blasphématoire. Brandissant un couteau sacrificiel à la lame ondulée, il entama les dernières invocations. Moloch, Astarté, Belzébuth, recevez cette offrande innocente et accordez à vos servantes les extases ultimes de la chair corrompue. D'un geste précis et rapide, il trancha la gorge du nouveau-né. Le sang jaillit sur le ventre et les seins de Françoise Athénaïs, qui poussa un cri d'orgasme si puissant qu'il résonna dans toute la cave comme un hurlement de damné. Cette mixture de plaisir sexuel et de meurtre atteignait des sommets d'abomination qui la marquèrent à vie. Ce qui suivit dépassa en horreur tout ce que l'imagination humaine peut concevoir. Les participants, enflammés par ce meurtre rituel, se jetèrent sur Françoise Athénaïs, encore couverte du sang de l'innocent. Ils la léchèrent, la caressèrent, la pénétrèrent avec une violence bestiale, mêlant dans une orgie sanglante l'extase érotique et la profanation cadavérique. Marie-Anne de Soissons but le sang qui coulait encore du cadavre du nourrisson, puis embrassa Françoise Athénaïs avec une passion vampirique qui teignait leurs lèvres de rouge. Cette communion sanguinaire scellait entre elles un pacte criminel qui les lierait à jamais. « Maintenant, » haleta la comtesse entre deux baisers sanglants, « nous sommes sœurs dans l'absolue damnation. Aucun plaisir ordinaire ne pourra plus jamais nous satisfaire. » Cette prophétie s'avéra hélas exacte. Françoise Athénaïs découvrit dans les jours suivants que cette expérience monstrueuse avait définitivement détruit sa capacité à éprouver du plaisir dans des rapports sexuels normaux. Seule la perspective de nouvelles transgressions criminelles parvenait encore à enflammer ses sens blasés. Pire encore, cette cérémonie avait éveillé en elle des pulsions sadiques qu'elle n'avait jamais soupçonnées. Elle éprouvait désormais une excitation morbide à l'idée de faire souffrir des innocents, de corrompre des âmes pures, de transformer la beauté en horreur par ses caresses empoisonnées. Le roi Louis XIV, qui partageait encore occasionnellement sa couche, remarqua rapidement ces changements troublants dans le comportement de sa maîtresse. Leurs étreintes, autrefois empreintes de tendresse passionnée, prenaient désormais des accents de violence qui l'inquiétaient. « Ma chère Athénaïs », lui dit-il un soir, après un rapport particulièrement brutal où elle avait tenté de le griffer et de le mordre, « vos ardeurs semblent prendre des formes nouvelles. D'où vous viennent ces fantaisies particulières ?» Françoise Athénaïs, encore pantelante et couverte de sueur, le regarda avec des yeux qui brillaient d'une lueur inquiétante. « Sire, répondit-elle d'une voix rauque, l'amour véritable ne peut s'épanouir que dans la transgression absolue. Plus nous brisons de tabous, plus notre union devient sacrée. » Cette réponse troubla profondément Louis XIV, qui pressentait confusément que sa maîtresse s'égarait dans des voies dangereuses. Mais l'emprise qu'elle exerçait sur ses sens était encore trop forte pour qu'il osât rompre avec elle. L'hiver 1671-1672
vit Françoise Athénaïs organiser une série de cérémonies encore plus abominables. Chaque mois, lors de la nouvelle lune, elle rassemblait ses complices dans différentes caves parisiennes pour renouveler ses messes noires meurtrières. Le nombre de victimes innocentes s'accumulait. Nouveau-nés, enfants abandonnés, prostituées vieillissantes, tous périssaient pour satisfaire les appétits monstrueux de cette aristocratie dégénérée. Catherine Monvoisin avait organisé un véritable trafic d'êtres humains pour alimenter ces cérémonies. Son réseau s'étendait dans tous les faubourgs parisiens, recrutant les victimes parmi les populations les plus vulnérables. Sages-femmes corrompues, maquereaux sans scrupules, tueurs à gages, tous contribuaient à cette machine de mort qui broyait l'innocence pour assouvir la lubricité criminelle. « Madame la marquise », lui annonçait régulièrement la voisin, « j'ai trouvé de nouvelles offrandes particulièrement appropriées à vos exigences. Une paire de jumeaux nouveau-nés dont la mère vient de mourir en couche, une fillette de 12 ans vendue par ses parents affamés, un garçon muet qui ne pourra jamais témoigner. » Ces annonces macabres provoquaient chez Françoise Athénaïs des élans d'excitation qui révélaient l'étendue de sa corruption mentale. Elle planifiait méticuleusement chaque meurtre rituel, imaginant les souffrances qu'elle infligerait à ces innocents, les plaisirs qu'elle tirerait de leur agonie. Le printemps 1672 marqua l'apogée de cette période d'horreur absolue. Françoise Athénaïs, qui venait d'accoucher de Louise Françoise dans des conditions gardées secrètes, organisa une cérémonie d'une monstruosité inouïe. Le sacrifice simultané de 7 nouveau-nés disposés en cercle autour de l'autel sanglant. Cette messe des 7 sceaux, inspirée de l'Apocalypse de Saint Jean détournée à des fins sataniques, rassembla dans une carrière abandonnée de Montmartre plus de 20 participants venus de toute l'Europe. Le gratin de la décadence aristocratique se pressait pour assister à ce spectacle d'horreur absolue. Françoise Athénaïs, allongée au centre du cercle mortuaire, baignait littéralement dans le sang des innocents égorgés méthodiquement par l'abbé Guibourg. Chaque meurtre déclenchait chez elle des orgasmes d'une violence telle qu'elle semblait possédée par des démons. Ces cris de jouissance, mêlés aux pleurs des victimes agonisantes, créaient une symphonie d'horreur qui hantait les cauchemars des participants des années après. « Regardez-la » murmuraient les spectateurs fascinés. Elle atteint l'extase suprême par la communion avec la mort innocente. C'est une prêtresse de l'Apocalypse, une déesse de la destruction créatrice. Cette apothéose du mal marqua paradoxalement le début de la chute de Françoise Athénaïs, car ce massacre collectif avait laissé des traces impossibles à dissimuler entièrement. Des témoins indiscrets, des complices mécontents, des victimes qui avaient survécu. Tous ces éléments s'accumulaient pour former un dossier d'accusation qui parviendrait bientôt aux oreilles de Gabriel Nicolas de La Reynie. Mais surtout, ces crimes avaient définitivement transformé Françoise Athénaïs en un monstre qui ne conservait plus rien d'humain. Ses propres complices commençaient à la craindre, tant sa soif de transgression semblait insatiable. Elle parlait déjà d'organiser des cérémonies encore plus abominables, sacrifices d'enfants de la noblesse, messes noires célébrées dans les églises de Paris, corruption systématique de religieuses cloîtrées. L'été 1672 révéla la première fissure dans l'armure de complicité qui protégeait ces crimes. Marie-Jeanne Lefebvre, l'ancienne femme de chambre devenue confidente de ces horreurs, commença à montrer des signes de dérangement mental qui inquiétaient même la voisin. Cette fille, confiait Catherine Monvoisin à sa fille Marguerite, a vu trop d'horreurs. Elle commence à parler dans son sommeil, à révéler nos secrets à des inconnus. Il va falloir s'en débarrasser avant qu'elle ne nous compromette tous. Marie-Jeanne fut empoisonnée discrètement lors d'une orgie organisée dans les caves de Versailles. Mais sa disparition éveilla les soupçons de sa famille, qui porta plainte auprès du lieutenant général de police. Cette plainte, ajoutée à d'autres indices troublants, commença à diriger l'attention des autorités vers les activités suspectes de l'entourage de Madame de Montespan. L'automne 1672 vit également apparaître les premiers signes de lassitude chez Louis XIV. Le roi
sans connaître les détails des abominations commises par sa maîtresse, percevait instinctivement que quelque chose de profondément malsain corrompait leurs relations. Leurs rapports intimes, de plus en plus espacés, prenaient systématiquement des tournures violentes qui le dégoûtaient. Cette femme, confiait-il à son confesseur, le père de Lachaise, semble habitée par des démons. Ses caresses, jadis si douces, me brûlent désormais comme des charbons ardents. Ses baisers ont un goût de sang qui me soulève le cœur. Ses confidences royales, rapportées discrètement à certains courtisans influents, commençaient à ébranler la position apparemment inattaquable de Françoise Athénaïs. Des rumeurs de plus en plus précises circulaient sur ses pratiques secrètes, alimentées par les indiscrétions de domestiques terrifiés et les confidences d'anciens complices repentis. L'hiver 1672-1673 marqua ainsi le début de la fin pour la marquise de Montespan. Prisonnière de ses appétits monstrueux, incapable de revenir vers l'humanité normale, elle continuait à s'enfoncer dans l'abîme du crime rituel, ignorant que les forces de la justice se resserraient inexorablement autour d'elle, prête à dévoiler au grand jour l'horreur de ses abominations.